Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Chez Pauline, c'est une petite entreprise, c'est une artisan, on a besoin de croire en elle. Et pour des événements en plus aussi importants que les mariages, les mariés ont besoin d'être rassurés. Et pour moi, c'était important de leur dire, voilà, là, vous avez trouvé une artisan qui est d'une part capable de faire les choses, de vous rassurer, et qu'en plus le jour J, ça vous donne encore plus le bonheur de les avoir sur vous. J'avais trouvé tellement smart ce titre que c'était attribué Pauline, tisseuse de liens. Dans son métier d'avant, Pauline Gantois était dans l'événementiel et la communication. Elle tissait les liens entre les personnes, entre les lieux et les invités. Déjà à l'époque, dès qu'elle avait 10 minutes devant elle, elle ouvrait une boîte métallique sur ses genoux et finissait de coudre à la main un bandeau, un nœud papillon. C'était son hobby. Et quand elle a décidé de se consacrer à développer chez Pauline, sa société de couture sur mesure, elle a conservé ce titre et c'était toujours aussi juste. Ses clients étaient souvent de futurs mariés, elle leur cousait des nœuds papillons, des nœuds, des liens. Notre conversation m'a beaucoup plu. Pauline est spontanée tout en communiquant avec le mot juste et beaucoup de recul. Vous l'entendrez parler de confiance en soi, du regard de ses pairs, d'apprendre par soi-même en observant et d'autres comportements qui lui permettent de s'épanouir et réussir à atteindre son ambition. Elle est à la fois déterminée et lucide, mais surtout très juste dans ses souhaits. Elle veut vivre bien. Écoutez jusqu'au bout pour comprendre ce qu'elle veut dire. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Perrine. Merci de nous recevoir dans ton atelier. Et pour dire tout ce que je sais aux auditeurs, je me souviens que la première fois que je t'ai rencontrée, on m'a dit dans cette salle, il y a une tisseuse de liens. Et je me suis dit que c'était un joli métier. Est-ce que c'est toujours ton métier aujourd'hui ? C'est encore plus mon métier puisque j'ai, on va dire, concrétisé ce terme-là, puisque c'était donc mon ancien travail qui était donc responsable de communication et événementiel. Et j'avais vraiment pour passion depuis toute petite d'être couturière sur mesure. Et j'en ai fait mon métier actuel. Donc ça veut dire que c'est plus une passion, enfin ça peut rester une passion, mais tu en vis, c'est ça ? Tout à fait. J'ai réussi à combiner ce terme un peu poétique en un vrai métier dans lequel je m'épanouis tous les jours et que je permets aussi de faire découvrir aux autres. Alors c'est quoi le lien entre les liens et la couture justement ? Tisseuse de liens, surtout dans la couture sur mesure, c'est de rencontrer des personnes, leur créer des vêtements, des accessoires à leur mesure, à leur goût, avec les tissus qu'ils choisissent et qu'ils chérissent. Et pour moi, c'était très important de rencontrer à chaque fois ces personnes qui ont des projets à la fois très intimes, mais qui sont pas très faciles pour eux d'imaginer de manière concrète. Et je suis la personne vraiment qui tisse à la fois les liens vers la création, vers celui qui va la porter. Qu'est-ce que tu crées comme objet ? Je crée principalement des accessoires. Donc, mon accessoire favori, c'est le nœud papillon. J'aime beaucoup habiller ces messieurs, donc cravate, bretelles, gilet de costume, mais également mesdames avec des bandeaux pour les cheveux, des bracelets avec à la fois une partie tissu et des petites fantaisies. Je peux faire des pochettes, je fais également des châles, des foulards. Je peux vraiment décliner l'accessoire sur plein de différentes façons. Et de temps en temps, je m'essaye au moins une fois par an à la robe de mariée. Tu crées, tu pars de modèles, comment ça se passe ? Je suis partie d'abord de patronage que je me suis créé. À vrai dire, c'est parti d'une idée un peu étrange. C'est mon compagnon qui m'avait dit, voilà, je passe des entretiens d'embauche, j'ai pas l'impression de sortir du lot. Et je lui avais dit, bah tiens, je vais essayer de créer un nœud papillon.
on voit toujours des hommes en cravate. Si tu portes le nœud papillon, peut-être que ça va changer les choses. Et il s'avère que ça crée le petit détail qui a fait la différence, puisque son patron, après, l'a pris dans son entreprise. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est une idée de lancer le nœud papillon. Donc ça, c'était il y a 3-4 ans. Et j'ai commencé avec le nœud papillon. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, on va faire des cravates, des bretelles. Je me suis vraiment spécialisée dans l'homme. Sauf que les copines, elles n'étaient pas très contentes. Donc elles m'ont dit, ça serait quand même bien que tu penses un petit peu à nous. Donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, on va faire aussi les accessoires pour les femmes. Et je suis partie à partir de patrons, de personnes qui ont déjà créé des patrons, pour pouvoir aussi créer des accessoires différents pour mesdames. Ta gamme aujourd'hui, elle est large, elle s'élargit, elle grandit encore? Je dirais que durant ces 3 ans, la gamme s'est élargie du masculin au féminin. Néanmoins, je pense que là, j'ai assez d'accessoires pour proposer une gamme assez large et que je ne veux pas trop dépasser. Proposer, je pense, trop de choses, c'est aussi moi me dire, oh là là, je dois me donner une pression alors que pour le moment, j'aime bien faire les choses que j'ai actuellement. Donc, je pense que là, la gamme, elle est bien, elle est à ma mesure. J'ai l'impression que ton métier se base beaucoup sur les rencontres que tu fais avec tes clients, c'est ça? Tu les reçois, tu les vois, vous discutez, vous échangez, et vous co-composez un peu les objets pour eux? Pour moi, l'humain, c'est primordial. Rencontrer des gens, notamment pour des commandes aussi spéciales, puisque je fais beaucoup de mariages, je crée beaucoup pour les mariages, c'est partager un bout de leur vie, un bout de cette préparation qui est longue et difficile pour un mariage, choisir ensemble un tissu commun, des couleurs, des motifs, comprendre à la fois les goûts de monsieur, mais aussi les goûts de madame, et de se dire, voilà, là, dans tous les accessoires qu'ils vont garder aussi pour toute leur vie, il va y avoir la créatrice derrière qui les a aidés à raconter une histoire. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de les recevoir dans l'atelier, de les rencontrer, de leur parler. Je les reçois pas forcément qu'une seule fois. J'aime bien aussi échanger par téléphone, par mail, les rassurer, parce que c'est vrai que les créations, c'est difficile de se projeter dans les créations que je peux faire. Et donc pour moi, c'est vraiment un bout de chemin avec eux pour la préparation de la création de A à Z. C'est pour ça que d'ailleurs dans mon site internet, je ne propose pas de vente en ligne. Quand on achète dans le panier, à la fin, on a un petit message en disant c'est quand même mieux de rencontrer la créatrice ou bien de l'appeler pour lui dire ce que vous allez commander. Parce que pour moi, il est important aussi que chaque paquet que vous recevez soit personnalisé. Tu le personnalises comment? Déjà, il y a les prénoms des personnes. Il y a un mot, une lettre, avec une attention, parce que je sais pourquoi ils vont porter les créations. Il peut y avoir des bonbons, il peut y avoir des images. Enfin, c'est comme un petit paquet surprise. Ça dépend des personnes, mais il peut y avoir une carte postale avec une licorne parce que la personne m'a dit, voilà, je veux des paillettes et des licornes, donc je mets des paillettes et des licornes. Ça peut être des bonbons parce que je sais que la personne a des enfants et je pense que ça peut leur faire plaisir. Voilà, je m'amuse et je fais un paquet surprise plus. On pose cette question-là à tous nos invités. Et je sais que tu écoutes nos podcasts, donc tu la connais, toi. C'est peut-être pas une surprise complète. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel qui peut être récent ou plus lointain, un moment dont tu es fier, où tu as eu l'impression de faire bouger les lignes ou de faire la différence? Je pense que c'est quand j'ai pris la décision de croire en moi. J'ai eu des personnes autour de moi qui me le disaient, vas-y, lance-toi, arrête la communication et l'événementiel, t'es faite pour la création, il faut croire en toi, on ne peut pas être dans 2 univers différents. Et il s'avère que du moment où j'ai annoncé ma démission et où j'ai pris vraiment l'élan de chez Pauline, ça a décollé en flèche. En fait, c'était le petit déclic qui a permis toute la différence. Et d'ailleurs, dans mon cercle de proches ou même de clients, les gens m'ont dit, on attendait que vous arrêtiez votre travail pour pouvoir vous en donner dans votre entreprise. Et ça a été assez intéressant pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens avaient peur de me demander parce qu'ils savaient très bien que ça allait me surcharger de travail. Et maintenant, je n'arrête plus. Donc c'est cette confiance en toi. Moi, je t'ai connu dans ton ancien métier, dans ton nouveau métier. J'ai l'impression que tu l'avais
quand même toujours eu, c'était la confiance d'être capable de monter une société. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur, ou quel était le pas le plus difficile à franchir? Dans mon ancien travail, en fait, je mettais beaucoup les autres en avant. Donc je réalisais pour des musées des événements assez grands, et donc il y avait toute la communication aussi derrière qui en découlait. C'est des métiers où on est très caché, on n'a pas besoin d'être, on va dire, au centre des attentions. Là, chez Pauline, déjà il y a mon nom dans l'entreprise, qui est déjà quelque chose d'assez fort, et en plus je rencontre toutes les personnes qui vont porter les créations. Donc il y a quelque chose aussi où il y a une mise en avant qui est beaucoup plus directe. Ils savent, il était important pour moi de leur montrer qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Il n'y avait pas juste le nom de l'entreprise auparavant qui disait, voilà, vous êtes dans tel musée, c'est sûr que ça va être génial. Là, chez Pauline, c'est une petite entreprise, c'est une artisan, on a besoin de croire en elle. Et pour des événements en plus aussi importants que les mariages, les mariés ont besoin d'être rassurés. Et pour moi, c'était important de leur dire, voilà, là, vous avez trouvé une artisan qui est d'une part capable de faire les choses, de vous rassurer, et qu'en plus le jour J, ça vous donne encore plus le bonheur de les avoir sur vous. Comment est-ce que tu l'as développé, cette confiance en toi? Est-ce qu'il y a eu des étapes? Est-ce qu'il y a eu des moments importants pour toi? Déjà, je suis très bien entourée dans ma vie, avec mon compagnon qui tous les jours me soutient, porte les créations de chez Pauline, et ça aide beaucoup. Donc du premier entretien jusqu'à maintenant, il porte maintenant les pochettes, qui est son signe à lui. D'ailleurs, personne dans son entreprise ne veut porter la pochette parce qu'ils ont peur de lui faire concurrence. Il y a aussi des personnes au sein de mes amis qui sont devenus des amis, comme toi, Perrine, qui ont eu cette facilité aussi à parler de chez Pauline, à dire qui j'étais, et qui avaient en fait les mots justes, alors que je ne savais pas encore moi les poser dessus. Donc ça, je pense que ça m'a aidé à construire mon discours, à croire en moi, et à développer chez Pauline comme ça peut l'être maintenant. Et aussi, c'est tous ces événements où on rencontre des gens qui nous racontent leurs histoires et qui, finalement, ils ont partagé une partie de leur vie avec vous et qui vous font croire que vous êtes exceptionnel aussi pour eux parce qu'ils vous ont choisi. Entre les moments où tu crées dans ton coin, sur le week-end, la nuit, pour des amis, et maintenant, est-ce que ta technique s'est améliorée, ou qu'est-ce qui a changé? Déjà, le nœud papillon, qui était donc ma spécialité, a complètement changé au niveau de la technique. Ça se voit d'ailleurs. Les premiers clients qui ont les nœuds papillons chez Pauline il y a 4 ans me disent on les garde juste pour souvenir en tant que best-seller, mais pas plus. En fait, ils les reporteront plus parce que c'est plus du tout comme avant, comme maintenant plutôt. Et je pense aussi que je me suis mieux organisée. Ma semaine est complètement différente. J'essaye de ne plus travailler la nuit, mais je vous avoue que la nuit, c'est un de mes moments préférés. Donc, je préfère bien travailler la nuit et très tôt le matin et toute la journée pour profiter de mes amis, de rencontres, d'aller chiner tel ou tel tissu. En fait, ma journée n'est pas occupée pour de la création de couture, mais plutôt pour autre chose. Et je pense que même les créations, les finitions se sont finies, puisqu'au début, vraiment, je ne faisais que du nœud papillon. Puis ensuite, j'ai développé des accessoires. Depuis à peu près janvier, je développe le gilet de costume, qui est une technique assez particulière. Et là, d'avoir eu déjà un premier projet de robe de mariée, c'est encore plus haut de gamme. Donc forcément, je pense qu'au fur et à mesure, ma technique de couture s'améliore. Où est-ce que tu as appris, ou où est-ce que tu continues à apprendre? Alors déjà, j'ai une grand-mère qui était couturière, qui m'a toujours transmis sa passion et qui m'a toujours aidée à faire mes petites tenues pour mes Barbies. À partir de là, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir styliste, modéliste, ils m'ont aidée pour suivre ce chemin. Malheureusement, j'ai passé donc 2 fois les concours, et à chaque fois, je passais jusqu'au jury, et le jury me disait « Mais vous êtes excellente, n'allez pas dans des cursus aussi fermés, restez dans votre bac général, faites des grandes études ». Ce que j'ai fait, mais j'ai gardé quand même la couture, on va dire, de côté, mais très très léger. Et c'est quand j'ai rencontré mon compagnon qu'il m'a offert mon premier mannequin de couture, que là, il y a eu encore de nouveau un déclic, et que j'ai commencé vraiment à apprendre
par moi-même, en regardant comment étaient bâtis les différents modèles de tissus, enfin de vêtements, en regardant les accessoires. C'était il y a à peu près une dizaine d'années, donc la couture n'avait pas autant d'impact qu'aujourd'hui. Et petit à petit, j'ai aussi pu discuter avec des couturières, comprendre leurs techniques, regarder dans tel ou tel livre ou manuel de couture comment on pouvait faire une finition un peu particulière. Et ça se développe toujours pareil, comme ça. Je demande autour de moi, je n'ai pas fait je n'ai pas fait de cursus spécialisé dans la couture. Ni de stage d'apprentissage. Non, jamais. Jamais. D'accord, intéressant. Une question sur justement, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, des personnes dans ton passé professionnel qui ont vraiment compté pour toi, qui ont peut-être changé ton destin professionnel? La première personne, ça a été ma grand-mère. C'est celle à qui je pense tout le temps. Je pense qu'elle serait mais tellement fière de moi de voir l'atelier, de voir toutes ces couleurs, les tissus, les rubans. C'est déjà la première personne. La deuxième personne, c'est que j'avais dit à mes parents quand j'étais petite, je veux devenir la styliste modéliste de Philippe de Coufflet. Parce que j'adorais les costumes de son costumier. Et j'ai eu la chance, en fait, d'approcher plus ou moins sa famille. Et en fait, d'être la babysitter des enfants de son frère et qui, en fait, m'a permis de m'ouvrir aussi à tout ce monde des arts, de voir ce qu'on pouvait créer, jusqu'où on pouvait créer un vêtement, un costume. Et ça m'a aidé aussi énormément dans mon parcours parce que ça m'a permis aussi déjà, dès le début, de croire en ça. Et petit à petit, en fait, j'ai adoré, moi, tout simplement, les habits de Christian Lacroix. C'est quelqu'un que j'admire énormément. De voir aussi l'évolution de Paco Rabanne, qui était quelqu'un qui était hyper pointu, presque dans l'industriel des vêtements. Et de me dire, bon, c'est des personnes que j'admire, mais que je pourrais jamais égaler. Et c'est vraiment des personnes inspirantes que des personnes connaissent. Les deux autres personnes, ma grand-mère et Philippe de Coufflet, c'est vrai que c'est des personnes plus dans l'intimité que je connaissais. Et après, c'est des rencontres tout simplement de créatrices qui m'ont poussée, de voir que elles y arrivaient dans la vie, de voir qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait en vivre, qu'on pouvait rigoler, qu'on n'était pas juste enfermé dans son petit atelier. C'est aussi le bottier du Moulin Rouge, Nicolas, qui m'a permis de me dire, qui m'a dit, voilà, Pauline, tu te lances, vas-y, tu accessorises la vitrine des bottines du Moulin Rouge. Et ça, c'est des petites choses qui m'ont permis d'avancer et de croire à l'entreprise que j'ai actuellement. Donc, ils t'ont fait confiance par défaut aussi. Tout à fait. Ils se disaient, voilà, c'était... Alors, pour Nicolas, c'était, je pense aussi, une manière à la fois de me faire confiance, mais à la fois de se dire, bon, allez, j'aide une petite jeune, ça va être sympa, ça va être rigolo. La vitrine, elle a tenu très, très, très longtemps. Elle faisait vraiment sensation. On s'était amusé en pleine nuit à la décorer. Donc, c'était vraiment... c'était un challenge. Après, c'est des créatrices qui me font découvrir leur quotidien et qui me font aimer encore plus à la fois d'être une créatrice et d'être dedans, d'avoir cru en moi. Comment est-ce que tu développes chez Pauline en termes de notoriété, en termes de business? Quels sont tes leviers? Alors, pour chez Pauline, c'est assez particulier, comme c'est beaucoup d'humains, c'est beaucoup de rencontres qui sont, on va dire, dans le business de chez Pauline. Donc, j'ai un objectif que je me suis fixé, c'est 52 mariages par an. Un par semaine. Voilà. Sauf qu'on se marie pas beaucoup en hiver. Tout à fait. Sauf dans certaines communautés. Donc, c'est à peu près ça. Sachant que quand même l'été, il y a à peu près... par an, il y a à peu près 200 000 mariages. Donc, je me suis dit que c'était quand même pas si mal comme objectif, sachant que là, j'en suis déjà depuis janvier à une 20aine de mariages. Donc, n'hésitez pas, si vous vous mariez, vous pouvez me contacter. J'en ai encore 32 autres à faire. On mettra le lien. Voilà. Mais moi, c'était un objectif de me dire, voilà, est-ce que je suis capable de faire un mariage par semaine? Ce qui est à la fois énorme, mais qui est assez mesuré.
mais je ne veux pas être dans forcément l'exponentiel du business. Je veux être dans un business mesuré où je peux vivre en fait ma vie en parallèle. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que je comprends cette course à la économique, à avoir plus, mais c'est pas du tout moi mon objectif. Je veux me dire surtout, je vis bien, je vis heureuse et ce que j'ai actuellement, je suis bien avec ça, avec la somme que je peux me tirer. Après, si on peut avoir plus, bien entendu, mais ça sera plutôt pour développer le business, avoir une autre personne à côté de moi et de pouvoir aussi l'aider à subvenir à ses propres besoins. Mais j'ai pas forcément envie de quadrupler de chiffre d'affaires et d'être surchargée de travail, de plus pouvoir vivre, de plus pouvoir voir mes amis juste parce que j'ai du business. Et la participation à des salons de mariage ou à des salons comme le Fabriqué à Paris? C'est plus finalement de confirmer ma confiance en moi. C'est pas de la recherche de clients, c'est pas de la recherche de notoriété, c'est pour moi en fait, c'est pour peut-être aussi dire avoir le regard de mes pairs qui me disent voilà, nous on valide ce que tu fais. Et ça me suffit largement. J'ai vu aussi un de tes nœuds papillons à la télévision. Oui. Tu peux nous en parler? Ah, c'était épique ce jour-là. En fait, je travaille avec un tailleur, Jérôme, qui a créé sa boîte aussi, qui est une toute petite entreprise qui s'appelle Videlongo et qui m'a fait confiance, qui voilà, je venais de le connaître depuis même pas une semaine, qui me dit voilà, est-ce que tu es dispo vendredi, il faut que tu aies livré un nœud papillon un peu spécial. Vendredi, on était mercredi, je me dis oh là là, oui. Et il me dit t'inquiète pas, la styliste t'appelle. Là, j'ai un appel de la styliste de Jérôme Commandeur, donc le comédien, qui me dit voilà, Jérôme Commandeur veut pour les Césars un nœud pape XXL qui lui arrive jusqu'aux oreilles et en soie. Alors là, gros challenge. J'avais jamais fait de XXL parce que c'était vraiment très très gros. Donc on a fait un nœud pape démesuré, pas forcément jusqu'aux oreilles parce que sinon ça faisait un peu clown. Et j'ai travaillé de 21h jusqu'à 4h du matin pour pouvoir faire ce nœud papillon et que j'ai fait donc différents modèles pour pouvoir aussi satisfaire mon client. Et je vous avoue qu'en fait, tout ce travail-là, il a été complètement oublié quand je l'ai vu apparaître devant la télé. En plus, je recevais du monde ce soir-là, donc on avait allumé la télé spécialement. C'était les Molières, c'est ça? Les Césars. Les Césars. Les Césars. Et il a parlé de son nœud papillon. Et il a parlé de son nœud papillon, parce qu'en fait, c'était le but pour lui d'introduire le nœud papillon qu'il avait dans le discours. Et d'ailleurs, le discours qui a fait sensation, donc c'était assez rigolo et j'étais là, pour le coup, très très fière de moi. Je pense que j'ai été sur mon petit nuage pendant au moins une semaine. On pouvait pas m'embêter, ça c'était sûr. Tu disais que tu collaborais avec un tailleur. Est-ce que justement tu t'arrives à t'associer avec d'autres créateurs, avec d'autres artisans pour travailler ensemble? Oui. Alors, d'une part, il y avait ma volonté de travailler avec un tailleur parce que le tailleur de costumes, c'est un métier vraiment à part. Ne serait-ce que même dans les cours de couture, c'est deux choses complètement différentes. Et les femmes aussi ont plus de mal à s'habiller avec, on va dire, des bandeaux dans les cheveux pour les mariages. Donc, j'ai eu le plaisir à travailler avec Marie-Gabrielle, qui est donc une créatrice, c'est une chapelière, une modiste chapelière, qui donc crée des chapeaux et des bibis sur mesure. Et dès que j'ai une femme qui a besoin d'un chapeau, d'un bibi, je l'envoie directement aussi auprès d'elle. Dès que j'ai un monsieur qui ne sait pas trop quoi choisir comme costume, je l'envoie auprès de Jérôme. À part ça, je cherche peut-être quelqu'un qui fait des chaussures sur mesure. C'est vrai que c'est assez atypique et difficile à trouver. Et après, bon, les robes de mariée, c'est un univers que je pense tellement spécifique qu'il y a tellement de créatrices que je m'associe pas avec certaines d'entre elles. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, c'est pas encore dans mes cordes. Tu travailles seul avec tes clients, avec éventuellement des partenaires. Est-ce que c'est agréable de travailler seul pour toi? Est-ce que c'est un plaisir? Moi, j'adore travailler seule. Je pense qu'en fait, je suis très solitaire dans mon travail. C'était un peu mon défaut aussi dans mon ancien travail, puisque je pense que l'open space m'a tuée
aussi. C'est vraiment le cas. Trop de brouhaha, j'ai besoin de concentration, d'avoir un petit moment à moi. Et j'ai un rythme aussi complètement différent de toutes les personnes. J'arrive très tôt. Durant la journée, j'ai vraiment ce côté plus de profiter de la journée, du jour qui passe, des amis, etc. Et le soir, à partir de 21h, de retravailler. Donc j'ai un emploi du temps qui est complètement différent et qui est fait pour quelqu'un de solitaire. Et si tu travaillais plus tard en développant ta société avec quelqu'un d'autre, du coup, t'imagines quoi, que chacun travaille chez soi dans son propre atelier et puis vous voyez de temps en temps, ou t'imagines recréer une ambiance d'atelier partagé? Je me suis pas encore projetée dans cet univers. Je pense que d'abord on commencerait par, on va dire, une organisation, on va dire basique, classique, et d'avoir une communication avec cette personne-là, de voir si c'est son rythme aussi à elle. Et à partir de là, je pense qu'il faudrait bouger les lignes et lui dire, voilà, tu t'adaptes. Et la confiance, c'est quelque chose de très important dans l'emploi du temps. Et pour moi, il n'est pas nécessaire d'être sur des horaires fixes. Tant que le travail est bien fait et que le client est satisfait, pour moi, c'est déjà tout gagné. Un travail bien fait, ça veut dire quoi pour toi? C'est que toutes les imperfections soient invisibles. C'est assez étonnant de dire ça comme ça, mais quand on coupe, quand on découpe, il y a toujours, le tissu n'est jamais droit, il y a toujours des petites imperfections qui s'installent. Moi, je les vois, je vais les corriger, et tant que moi je les vois, c'est que c'est pas bon. Le client, il le remarquera peut-être pas, mais tant que c'est moi qui les vois, je vais retravailler le produit jusqu'au bout. Et à partir du moment où moi, je suis satisfaite de mon travail, où je me dis, je peux le porter, je peux l'offrir, et bien là, c'est bon. Le travail, il est bien fait. Et t'as l'impression que le travail est mieux fait au fur et à mesure que tu avances dans le temps? Oui, complètement. Après, je les voyais pas forcément, les défauts du passé, mais maintenant que je me vois évoluer, quand je regarde les anciens modèles, quand je vois les anciennes façons de coudre. Avant, je cousais quasiment presque tout à la main. La machine était quasi inexistante. Maintenant, la machine m'aide pour, on va dire, la moitié du travail. Eh bien, forcément, on voit la différence. La propreté est complètement différente. Donc la machine, parce qu'il y a certains artisans pour qui la machine est l'ennemi du bien, la machine annule un travail bien fait, justement. Pour toi, la machine t'apporte un bienfait et apporte de la qualité? Oui, parce que de toute manière, je suis obligée de passer par la machine. Quand je crée un accessoire, il y a une grosse partie de machine puisque je dois coudre ne serait-ce que les 3/4 des morceaux de tissu avant de les assembler. Par contre, à partir de l'assemblage, tout est fait à la main, jusqu'à la pose de l'étiquette qui est aussi posée à la main. Donc, il y a une partie, on va dire, juste avant, qui est donc de couper le tissu et d'assembler en machine. Mais à partir du moment où ça passe au repassage et qu'on est à la pointe de l'assemblage, eh bien, tout est fait à la main. T'as essayé ou t'as cherché à sous-traiter une partie du travail qui pourrait être à faible valeur ajoutée, qui te permettrait de croître en productivité? Oui, et j'en ai été déçue. En fait, je pense qu'on n'a pas les mêmes exigences qu'on soit artisan et sous-traitant. Et donc, de ce fait, j'ai dû annuler cette partie-là tant que je n'étais pas satisfaite de la personne avec qui j'allais travailler. Et pour moi, tant que je n'ai pas trouvé, on va dire, le collaborateur, le créateur, le couturier, qui saura faire comme moi, je sous-traiterai plus. Donc tu travailles seul, tu travailles beaucoup, tu travailles le jour, la nuit. Comment est-ce que tu arrives à garder de l'énergie, garder de l'enthousiasme, garder de la force? Comment est-ce que tu te ressources? Alors, je suis déjà quelqu'un de très, très positif. Déjà, j'aime la vie et donc je suis tout le temps dans la joie de travailler, de profiter de chaque moment, de faire aussi des choses avec mes amis, mon compagnon. Mais moi, je trouve beaucoup de bien-être, surtout dans le jardinage et dans la cuisine. Donc, tous les soirs, déjà, je cuisine. Comme ça, c'est mon petit moment à moi de repos, ce qui est assez étonnant parce qu'avant, c'était la couture et maintenant, c'est la cuisine.
Et aussi de profiter de mes petites plantations. Je plante, je m'en occupe, je leur parle, je les câline. Voilà, je bichonne mes petites plantes vertes. Donc il risque d'y avoir un jour un restaurant chez Pauline et une jardinerie chez Pauline, c'est ça? Oui, je pense. C'est dans la prévision. Dans le BP, parfait. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Je leur dirais de croire en eux. Et que les avis des autres, c'est important, mais qu'ils s'écoutent surtout. Bien entendu, tout le monde a sa façon de penser, c'est les meilleures recommandations du monde, ils nous veulent du bien, etc. Mais je pense qu'on sait ce qu'on veut, finalement, au fond de nous. Et je pense que si je m'étais un peu plus écoutée, si j'avais peut-être un peu plus forcé, j'aurais été couturière bien avant cela. Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, peut-être à part ça, plus tôt dans ta carrière? Je pense que ma carrière, elle a été faite comme telle et c'est ça qui est bien. C'est que c'est venu au bon moment, tout est venu au bon moment, les mots des bonnes personnes. Donc je changerais rien en fait. Tout le monde a eu son mot juste et du fait que je les ai tous écoutés et que au fur et à mesure je me suis écoutée, ça fait là où je suis là. Donc je suis bien. On a parlé de plein de compétences comportementales, nos fameuses soft skills. Est-ce que toi, tu as une définition des soft skills que tu pourrais nous partager? Pour moi, ce sont toutes les compétences, les capacités qui sont innées et qui grandissent en fait depuis qu'on est tout petit. C'est les personnes qui disent « dis donc, elle est créative, elle est très manuelle, elle est très sociable ». C'est des petites choses qui sont là déjà depuis tout petit et qui font la différence. Belle définition. On a parlé de plein de choses de ton actualité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir? Pour mon avenir, vous pouvez me souhaiter de continuer à vivre aussi heureuse. C'est déjà énorme. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est déjà énorme. Il y a tellement de choses qui arrivent en une année que je veux être autant épanouie qu'aujourd'hui. C'est beau. Merci Pauline. Merci Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.